برشا بالتحديثات مع سيادة الجلال. قاعدين نشاركوا في نوع من الدولة، يعني رغم احترامي بالصورة نتاع البدوي الرحالة كذلك، شو معناها بدون الدولة؟ معناها قاعدين نعملوا في أنشطة ونستهلكوا، ثم معناها الاستهلاك وصل حتى لحياتنا الثقافية. نستهلكوا من غير ما ننتجوا أرشيف، من غير ما ننتجوا فيديو تقعد ونشروها ونطلعوا عليها الشباب. عاونوني باش نقاوموا هالظاهرة هذه اللي هي ظاهرة تغليب الاستهلاك. الدولة تستهلك وما تنتجش، وحتى في مجال الثقافة والمعرفة ولات تستهلك ما نعرفش شنو وما تنتج حتى شيء. دونك هذاك علاش ماذا بيا السادة اللي باش يدخلوا يوافقونا على التصريح بالنشر باش من بعد احنا والجهة والمبارتنير اللي نخدموا الندوة هذيا نقدروا باش نحتفظوا بأرشيف اللقاء هذايا وباش ننشروا في غير ربحي. معناها بالنسبة لي الندوة، أي ندوة تقل برشا قيمتها إذا كان تنتج وثيقة سمعية ولا بصرية ولا مكتوبة، ولكن يلزمنا نخمموا في الأجيال القادمة شنو باش نخليو. هذا هو. شكرا. اسمحوا لي المداخلة بتاعي بالفرنسوية باش ما خليناش حساب باش نعملوا فوري. Bienvenue à tous, chers amis. Nous voilà pour une deuxième rencontre organisée par l'association Perspective à Amnesty, Mémoire et Horizon, avec cette fois le soutien de la Fondation Rosa Luxembourg et le partenariat de l'association Knechles. Cette rencontre fut partie d'un programme à 3 volets. Comme la dernière fois, nous avons entamé un travail de collecte d'actifs de Macantac, à commencer par celle de notre regretté Jean-Paul Chabert, dont la fille Véronique est parmi nous et participera à notre rencontre. Outre les archives de votre serviteur, nous avons également rapatrié quantité de documents que nous a confiés l'ami Hussein Wardani, membre fondateur de Perspective. Après nos travaux, au cours de ces 3 journées, nous comptons publier un livre, qui m'appelle Tarajah, qui ne sera pas à proprement parler des actes de colloque. Il s'agira d'un ouvrage polyphonique comportant des analyses, des documents, des textes anciens ou inédits, de quoi inciter les jeunes chercheurs à entreprendre avec nous le travail de restitution d'un pont d'histoire de la gauche tunisienne. Cette mémoire qui est la nôtre ne nous appartient pas en propre. Elle est avant tout le patrimoine commun des différentes générations de la gauche et du mouvement démocratique de notre pays. En amont et en aval de cette rencontre, notre souci est le même: dépoussiérer les traces indélébiles de nos engagements passés, retrouver les convergences de notre mémoire dispersée, ramener cette mémoire au cœur des luttes d'aujourd'hui. Nous avons tant besoin en ce moment crucial de notre post-révolution d'une gauche qui dévisage tranquillement son passé. Mais l'archive n'est rien si elle ne nous aide pas à nous projeter dans l'avenir, si elle n'est pas ouverte en partage avec les générations de la gauche qui vient. Chers amis, nous devons d'abord souligner que le 68, notre 68, n'est pas uniquement celui du mouvement Perspective. Et si cette rencontre est centrée sur l'apport des perspectivistes, elle est conçue comme un premier échange qui sera suivi par d'autres, plus larges, quant à l'évocation du passé et toujours rivée sur l'horizon commun de toutes les composantes de la gauche. Notre projet entend contribuer à une réflexion collective au long cours sur le devenir de la politique dans ce pays. Dans cette optique, nous avons tenu à organiser à la fin de cette rencontre une table ronde dédiée à un échange politique et intellectuel intergénérationnel. Le débat d'idées n'est-il pas la marque de fabrique à gauche? Et le mouvement Perspective, surtout le premier perspectiviste, n'était-il pas une aventure à la fois intellectuelle et politique? Ce n'est pas un retour aux sources que nous
vous convient, mais à faire revivre une tradition. Débattre encore et toujours, voilà notre leitmotiv. Afin de mieux le signifier, nous avons tenu à réunir des acteurs et des chercheurs et surtout aménager un temps relativement important pour un échange avec l'auditoire. Chers amis, le comité de pilotage de cette rencontre tient à remercier celles et ceux qui ont contribué à la préparation de cette rencontre en particulier. Madame Iviza Ruben, directrice de la Fondation Luxembourg, qui en plus de son soutien financier nous a manifesté une disponibilité à tous les instants. Madame Rajab Ben-Slem, qui nous accueille dans ces lieux et qui a ouvert la galerie de la Bibliothèque nationale pour accueillir l'exposition Notre 68, que vous pourrez visiter dès la première pause. M. Hedi Geller, directeur général des Archives nationales, qui participe à ce colloque, qui nous accueillera dimanche et qui nous a, comme il l'a toujours fait, fourni une aide précieuse pour rapatrier nos archives. Nous tenons également à saluer le talent de Mme Ferrier Lachler, qui a pris sur son temps et veillé à la mise en place de l'expo, de la conception graphique jusqu'à la scénographie et la mise en place des panneaux. Oui. Merci à Thijs Voslet, dont le talent de graphiste nous a été d'un grand secours et qui filmera notre travail. Je finis sur un clin d'œil à notre Momo. Momo, il s'est démené pour que cette rencontre ait lieu et qu'il n'est plus là pour y assister. Bon vent à vous tous. Et maintenant, je passe la parole à Iviza pour prononcer un petit mot. merci Jean, شكرا جزيلا الحجمي. أعزائي الأصدقاء وعزيزات الصديقات، أنا أبدأ كلماتي. أحب كمان أشكر المكتبة الوطنية والأرشيف الوطني التونسي لهذا الاستقبال، وأحب أشكر كمان جمعية نشاز وجمعية الترتيب وخصوصا حجمي بن فراج إلى نقل الأرشيف بكل جهده الشخصية من فرنسا إلى هنا، لأن أعتقد أنه هذا اللقاء حول السنة 1962 ليس فقط مهم لتونس، هذا كمان في اهتمامنا يعني كمؤسسة يسارية علمانية، لأن 1962 كان سنة مهم جدا، كان مفصلة جيوغرافية وتاريخية في نفس الوقت. مفصلة تاريخية لأن كان انطلاق لحركة جديد للشباب التقدمية في كثير من البلدان، وكان في بداية نشاط جديد لليسار في كل مكوناتها. كان مفصلة جغرافية لأن مثل ما كنت أذكر كان يعني حدث في كثير من دول العالم معابرا كل قارة. نحن نعرف كل يعني أحداث مايو في باريس. في ألمانيا حصل المؤتمر المشهور ضد حرب فيتنام اللي كان يجمع اليسار الأوروبي كله. تعب لهذا الأحداث احتلال جامعات وحتى مدارس من طلاب طالبين، إخضاع قطارين، دخول مفاهيم تقدمية ونظريات تقدمية إلى البرامج التعليمية، طالبين ديمقراطة الجامعات. في نفس الوقت كانوا يقوموا بالحركات التضامنية مع الشعب الفيتنامي، مع شعوب أفريقيا الجنوبية. حولوا أسلوب جديد للتعايش بين بعض، تشاركوا كوميديات، تشاركوا كل حاجة فيها من الأكل والدخل وحتى أحيانا الأحباب والحبيبات. في الولايات المتحدة كنا نشاهد الحركات الحقوق المدنية إلا أدى بالآخر إلى الحدث الحزين اغتيال مارتن لوثر كينغ. كان في نفس الوقت كمان انطلاق ثقافي جديد اللي كان يعبر يعني من حركة الهيبي وفلاور باور إلى آخره.
في تركيا شفنا انتفاضة طلاب ضد وجود الأسطول السادس الأمريكاني. في مصر طلبوا الطلاب تسليح الشعب لعيادة سيناء إلى احتلت في حرب 67 من قبل القوات الإسرائيلية. كان في انتفاضات شباب في ضد فرانكو في إسبانيا، وهذا كان بداية النهاية للأنظمة الفاشية في أوروبا. وأيضا كان في انتفاضات في دول الاشتراكية أو اللي بنسميها الاشتراكية ضد الأنظمة الستالينية، مطالبين نوع أنماط اشتراكية جديدة في الوش الإنساني. وكان في انتفاضات طلابية في المكسيك، في الأرجنتين، في اليابان، في إيطاليا، في بريطانيا، في يوغوسلافيا وبولونيا. يعني كان 1968 حدث قومي بمعنى الكلمة. هذه الحركات ما اجوا يعني من الفراغ، كان في مقدمات ولكن تركزت في 68. 68 كان من يعني حركة من نوعية جديدة، كان انتفاضة شباب في كل العالم، شباب إلى ليس فقط طلبة يعني نظام اجتماعي جديد، إلى حتى تساؤلات لكل أنظمة الثقافية العائلية، العلاقات بين جنسين، السياسية والثقافية. أنا نفسي أتذكر إنه أنا كنت في المدرسة لسه يعني تلميذة، إنه كيفاش كنا نطلب أو نحط تساؤلات على جيل قديمة، سألنا يعني أجيال قديمة يعني أين كنتم في الفاشية؟ ما هي مسؤوليتكم في الحرب العالمية الثانية؟ ولقينا سكوت، وإنه هذا السكوت في جيل أبانا والمدرسين والأساتذة في المدرسة أدى إنه إحنا ما كناش نصدق في جيل جديد، يعني حسينا إحنا لازم نبدأ من جديد نكون العالم. كان لسه أنا فكرت إنه في المدرسة تعليم التاريخ انتهت في 1932، إنه لم تكلمنا عن الفاشية الألمانية والحرب العالمية الثانية، وكنا نبحث عن الكتب التاريخية التعليمية من ألمانيا الديمقراطية عشان نفهم يعني ما حصل في أوشفيتس، ما حصل في الفاشية، ما حصل مع حركة الشيوعية في الحرب العالمية الثانية وفي الفاشية إلى آخره. أنا أعتقد إنه هذا المرحلة كان على الأقل في ألمانيا بدأ إلى انفصال أو انتقال جديد حتى في تاريخ ألمانيا، إنه تغيروا الفضاء العام الألماني، بدأ الخطاب اليساري يدخل إلى قطاع العالم، قبلها كان مسيطر اليمين على هذا. كان مسيطر إلى علوم الاجتماعية، إلى الوسائل الإعلام، إلى الثقافة. كان انطلاق للحركة الاجتماعية يعني مثل الحركة النسائية إلى مطالبين مستوى الحقوق بين الرجل والامرأة، لأن حتى في دولة مثل ألمانيا كان لسه قوانين يقول إنه الرجل رئيس العائلة وليس الامرأة، يعني إنه لما نتكلم عن مستوى الامرأة يعني حتى نحن كنا نطالب في هذا مثل كثير من نسوان يطالب اليوم يعني مستوى يعني بين جنسين، يعني هون في تونس لما نتكلم عن أو نفكر في نقاش حول كلية. إنه اليوم لما نرجع ننظر على 62 لازم كمان نعترف إنه كان في حدود لهذا الحركات، إنه إحنا لازم نقيم هذه الحركات بشكل جيد عشان نتعلم منه. في كثير من أقسام العالم قمعت الحركات مثل ربيع براغ إلى قمعت من قبل الضبابات الروسية. أنا ذكرت اغتيال مارتن لوثر كينغ في تونس، كثير من النشطاء يعني دخلوا السجون وخرجوا بالأواخر السبعينات. كمان شاهدنا في السبعينات تفتت اليسار بدأت تفتش عن مصادر، وإنه هذا أدى إلى التفتت، في منهم إلى رجعوا إلى الاتحاد السوفيتي، منهم رجعوا على الانفرهوتشا في ألبانيا وإلى الصين، أو بدأوا يفتش في مرجعيات جديدة، وكانوا يعتبروا هذه المرجعيات يعني مثل الإنجيل، وهذا انقطع يعني حتى
اتصالات بين مجموعات بين بعضها. في بعض القاعدة الحركة 68 إلى أصبح بديها جزء من النظام العام، يعني مثل وزير خارجية الألمانية يوشكا فيشر، إذا كان أول وزير خارجية كان يبرر دخول القوات العسكرية الألمانية خارج الأراضي في ألمانيا في حرب يوغوسلافيا في التسعينيات. في منهم قاعدة فلاسفة إلى أصبح فلاسفة اليمين المتطرف. في بعض المطالب اللي دخلوا النظام الرأسمالي لما نفكر على تصويت رموز التيشيرتات في تشي جيفارا، أو كمان لما نذكر إنه الرأسمالية الدولية غيرت مطالب تحرر المرأة إلى دخول الامرأة إلى سوق العمل الرأسمالي. هذا أدى إلى ألمانيا إلى تساؤلات: هل 68 فعلا نوع ثورة، أو هل هذا محرك لتجديد النظام الرأسمالي؟ يعني احنا لازم نطرح الأسئلة. التاريخ ليس أبيض وأسود ومليان تناقضات، ولكن التناقضات يعني مثل ما قال ماركس تناقضات يكون كمان محرك التاريخ. مع كل ذلك أنا أعتقد 68 يكون تراث مهم لليسار على مستوى العالم كله، لأن هذا كان بالآخر انطلاق لليسار الجديد، كان يفتح التفكير اليساري، كان انطلاق للبحث عن نوعية اشتراكية بشكل مختلف، بشكل إنساني أكثر، يعني غير النظام الستاليني. كان انطلاق لكثير حركات الاجتماعية من العالم، وكان كمان بداية لتشابك الحركات اليسارية والحركات التحررية في العالم كله. وفي وقت لما ما كانش في انترنت موجود، يعني ما كان في فيسبوك اللي سمح يعني التشابك يعني بالشكل سهل. أنا أعتقد لما إحنا بالتلخيص يعني نفكر ما هي الدروس اللي ممكن نتعلم من حركة 98، أنا أعتقد الأول درس إنه إحنا لازم نثق في شباب. كثير مرات أنا أشوف الأجيال جيلنا بحب يعلم الشباب، يعني إحنا فرحانين يعني بتجربتنا يعني في نضالنا، ونفكر إنه إحنا بشكل أبوي يعني نعلم الشباب من تجربتنا. لا، إحنا لازم نعترف إنه الشباب اليوم في عالم معقد أكثر يعني من عالم إحنا كنا عايشين. النظام الدولي يعني في فوضى كبيرة، يعني إنه العالم محدد يعني من كوارث بيئية ومناخية وإلى آخره، وإنه إحنا لازم نثق في هذا الشباب إنه هدول يطرحوا تساؤلات جديدة وإحنا لازم نتعامل فيها، بس يعني من موقع رفاقي، من موقع أخوي وليس من موقع ضعيف. النقطة الثانية اللي أحب أقول إنه إحنا لازم ندعس في كل قوة الخطاب التقدمي اليساري في وجه الخطاب المتصاعد الشعبوي اليميني اللي نشاهدها في أوروبا، في أمريكا، وحتى في كثير من دول اللي كنا نسمى عالم الثالث مثل في البرازيل والإلى آخره. احنا كمان لازم نتعلم انه وحدة اليسار في كل مكوناتها، يعني هذا احد الاساس للتقدم. نحن كنا نتعلم في المانيا للحزب يسار، الحزب انه قريب يعني من مؤسسة روزا لوكسمبورغ، انه ما ممكن نعمل اي نجاح لو ما نقف مع بعضنا كل اختلافاتنا الإيديولوجية. نجد اليوم في الحزب تيارات يسارية إلا في السبعينيات والثمانينيات ما كانوا يتكلموا مع بعض. النقطة الأخيرة إنه كمان لازم نشاهد الوحدة الحركات التقدمية. المشكلة اللي 62 كان حركة أكثريتهم من طبقة الشباب، الطبقة الوسطى، من النخبة المثقفة. إلى كثير من المرات كان يجهل النضالات العمالية، النضالات للفلاحين، النضالات من فعلا المحنشين من المجتمع. أنا أعتقد لو إحنا نحب نناضل للعالم أحسن، لازم نشوف إنه
الحركة الشبابية الثقافية والحركة الناس المحمشين من النظام النيوليبرالية لازم نعتبر كحركة واحدة، إلى يندمج حركة اجتماعية، حركة ثقافية، حركة اجتماعية جديدة مثل حركة البيئة، لأن كل هذا يعبر عن تناقضات النظام العالمي الجديد اللي بحوله القوى العظمى يفرض على الناس. أنا أعتقد لما نرجع ل 68 أكثر قوة لهذا الحركة كان الفكرة التضامني الدولي. وإحنا كمؤسسة روزا لوكسمبورغ إحنا مؤمنين حتى الآن في هذه الفكرة، ونحب نعطي قاعدة نقاش، قاعدة لقاء لقوى تقدمية من كل قطاع، من أوروبا، في أفريقيا، في الدول العربية، في أمريكا اللاتينية، ونحب نشارك إنه نرجع هذا الفكرة الأموية. وشكرا. Bonjour chers amis, j'ai un camarade de la faculté qui disait en 68 pour parler. S'il vous plaît. Je vous disais donc qu'il y a un camarade de la faculté unique qui existait au 9 avril en 68 qui appelait les camarades jour et nuit. Donc je vous souhaite vraiment à tous la bienvenue. Je voudrais, avant de commencer mon propos, vous annoncer qu'il y a un petit changement dans le déroulement de la séance, en ce sens qu'un des intervenants, Raymond Benaïm, ne pourra pas participer en raison d'une maladie qu'il a retenue au Maroc. Donc il y aura l'intervention de Aziz Krichen et l'intervention d'Emma Hajiaria, ce qui leur donne le temps qu'il est nécessaire de présenter leur travail sans être interrompu. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, Yashmi, au niveau de l'organisation? Bon, alors, je voudrais d'abord partir d'un petit commentaire sur l'intitulé de ce colloque, Notre 68. Le possessif, à mon avis, exprime à lui seul la problématique du colloque et donne au titre Notre 68 une double charge nostalgique et humoristique. Pourquoi nostalgique? La nostalgie est celle d'une génération, non seulement d'étudiants militants dont nous concevons aujourd'hui, qui se réclament d'une gauche parfois multiforme, mais aussi d'une masse d'étudiants emportés vers du temps, et que les meneurs des mouvements de contestation, appelés parfois avec sympathie, parfois avec une certaine supériorité, la base. La base à laquelle j'ai appartenu avec conviction et fascination, celle du néophyte, qui, sûr de l'impact de sa colère sur les autorités, ressassait « Libérez de Genève, libérez de Genève ». Cette nébuleuse, que l'on qualifie de génération des 68 arts, partage pourtant un héritage commun, qui, au fil du temps, verra son aspiration à l'universalisme se traduire progressivement dans la défense des droits de l'homme, de la défense des droits des femmes, etc. Qu'est-ce qui fait maintenant le caractère humoristique? Ce qui fait sourire et donne à ce titre un trait d'humour, c'est la génération des 68 arts, la nôtre, c'est que l'essentiel constitue l'assistance que nous représentons aujourd'hui. Un public qui s'est présent, des septuagénaires, pour l'essentiel. Les jeunes, ils sont ailleurs. Non pas, contrairement à ce qu'on ne cesse de nous dire, parce qu'on n'a pas réussi à leur transmettre quelque chose. C'est les esprits chagrins qui disent ça. Mais parce que l'universalisme a cédé la place progressivement à la mondialisation et à la loi du marché. Nous avons justement ceux parmi nous qui ont transmis quelque chose à leurs propres enfants. On en fait souvent des paumés. Et je ne crois vraiment pas aujourd'hui qu'il faille pleurer sur cette incapacité des 68 arts à transmettre quelque chose à leurs enfants. La jeunesse se porte bien,
Elle a fait une révolution. On a l'air de l'oublier. Elle nous a dépassés. Elle a fait bien plus que nous. Elle a renversé un régime. Elle a introduit autre chose. Il est vrai qu'il y a eu de la récupération, mais le noyau que nous avons constitué nous-mêmes, je ne crois pas qu'il ait été en nombre ou en puissance plus important que cette jeunesse qui se bat aujourd'hui contre un monde qui nous échappe à nous, mais qui maîtrise eux-mêmes. Regardez les rapports que nous avons, nous, avec des femmes voilées, et voyez les rapports qu'ont nos enfants avec ces voilés. Eux savent leur parler, nous on ne sait même pas leur parler. Et je crois qu'il ne s'agit pas de passer son temps à pleurer sur cette jeunesse, cette génération de 68 qui reste enfermée entre elles, mais toute génération reste enfermée entre elles. Est-ce que nos parents communiquaient avec nous? Je ne crois pas. Je pense qu'on communique beaucoup plus avec nos enfants que nos parents n'ont été capables de communiquer avec nous. Bien, je reviens au titre Notre 68. Les littéraires diront qu'il est polysémique. Polysémique parce qu'il exprime une double appropriation. Les événements de 68 identifient et singularisent une génération. Ils dédaignent les frontières, se veulent universels, mais enferment cette génération dans un temps qui n'excède pas les quelques mois, 68. Ces événements qui ont brisé la notion de frontières et conduisent la jeunesse du monde, par exemple, à faire sienne la tragédie qui s'est jouée au Vietnam, ont été pourtant marqués par l'empreinte d'un groupe, de son histoire, des spécificités d'un pays. Donc il y a le mouvement qui est récupéré par l'extérieur, mais ce mouvement de l'extérieur est récupéré par les gens de l'intérieur. En Tunisie, le groupe d'études et d'action socialiste tunisien, plus connu sous le nom de sa revue Perspective, dont on ne peut nier sa première tendance à l'universalisme, est marquée non seulement par la politique interne sur ses aspects économiques, sociaux et culturels, mais aussi par le contexte géopolitique de la région. Je note que la question palestinienne n'est pas restée sans effet sur la cohésion du groupe et je pense qu'un certain nombre des intervenants vont pouvoir nous en parler. Ce groupe qui s'est créé à Paris et qui menait entre autres une action organiquement liée à l'Union générale des étudiants de Tunisie, a pris sa véritable dimension contestataire en mars 68 au sein de l'Université de Tunis. Quels sont ces 68 arts? Comment se définissent-ils? Qu'est-ce qui les apparente au mouvement de contestation contre l'autorité culturelle, sociale et politique qui s'est manifesté dans un pays comme la France contre le capitalisme, le consumérisme et l'impérialisme américain et évidemment le pouvoir du général de Gaulle. Notre 68, je dirais pour conclure, n'est-ce pas aussi le devoir de mémoire que nous entreprenons aujourd'hui? N'est-ce pas la volonté des militants d'exhumer le tribut de la contestation et de la violence, de la répression dont ils ont été les victimes, afin de guérir l'histoire par une vision apaisée de l'histoire? Après ceci, donc, qui n'est que l'introduction à l'essentiel du questionnement que pose cette participation et ces mouvements de 68, nous avons justement, c'est pour ça que j'ai introduit ainsi mon travail, de sorte à ce que elle, qui était à l'extérieur, puisse nous parler de la vision du mai 68 en France, et évidemment Aziz Kilichen, qui est un acteur que tout le monde connaît dans le mouvement Perspective. Donc je cède la parole à elle. En principe, tu as 25 minutes de sorte à ce que nous puissions débattre. Et voilà, merci. Oui. Alors, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette belle rencontre pour nous avoir donné l'occasion de nous souvenir d'abord de quelque chose qui fait partie de notre passé, de réfléchir et aussi de partager. Je trouve que
un programme intéressant, se souvenir, réfléchir et partager. Donc merci. Et moi, ça me donne l'occasion de revenir sur des choses que j'ai vécues il y a aujourd'hui plus de 50 ans. Et je commence donc par vous dire que c'est un témoignage que je vais faire, et c'est un témoignage qu'on m'a demandé. Et qui dit témoignage dit quelque chose de très personnel, de très particulier, et qui ne prétend pas être, on va dire, représentatif, forcément, de quelque chose de plus vaste ou de plus grand. Mais ça ne veut pas dire non plus que ça ne soit pas intéressant. En tout cas, moi, personnellement, les choses qui m'intéressent la plupart du temps, ce sont des choses qui sont de l'ordre du vécu et sur lesquelles je m'interroge et sur lesquelles j'écris. C'est un petit peu mon profil de, on va dire, de littéraire ou de romancière, là. Je vous dis ça parce que c'est vrai que j'ai le sentiment que chacun d'entre nous a eu son mai 68. Et, excusez-moi de dire mai 68, parce qu'en fait, le thème du colloque, c'est notre 68. Et c'est pas seulement le mois de mai, c'est même pas nécessairement le mois de mai. C'est avant et après. Mais moi, je parle de mon mai 68 en France, parce qu'à l'époque, j'avais une vingtaine d'années et j'étais en France. Et mon mai 68 à moi, je pense en fait qu'il y a eu autant de mai 68 que d'étudiants présents en France à l'époque. Bon, je reviendrai là-dessus un petit peu pour nuancer, parce qu'il y a quand même des choses communes intéressantes à relever. Et donc, je suis dans on va dire, dans une forme de subjectivité que je revendique et que j'assume. Deuxièmement, j'ai sur cette période-là un regard, on va dire, rétrospectif. Et toutes les fois qu'on a un regard rétrospectif, on doit être conscient des limites que cela impose. Lorsqu'on regarde de loin les choses qu'on a vécues, lorsqu'on les regarde, on les observe rétrospectivement, il y a quelque chose en même temps de fragmentaire, de partiel. On voit plus certains éléments que d'autres. On voit des scènes surgir comme ça de loin, qu'on essaye de ressaisir, mais notre façon de les capter aujourd'hui n'est pas forcément la même que celle avec laquelle nous les avons vécues. Donc, regard rétrospectif. Maintenant, malgré ça, je vais vous dire quelque chose de vraiment, là aussi peut-être de personnel. Quand je pense à cette période-là, à ces événements-là que j'ai vécus directement, je les ressens, je les sens revenir vers moi, et il y a quelque chose d'assez jubilatoire en moi. C'est-à-dire que je les aborde un peu comme une partie de mon vécu intéressante, saisissante, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a formée, qui m'a éclairée sur le monde. Moi, j'avais à l'époque, en mai 68, 22 ans, on va dire. Et ça faisait déjà presque 3 ans que j'étais en France. Et après, je suis restée presque 4 ans, en mai 68. Et pourtant, mai 68 m'a apporté quelque chose que je n'avais pas pu avoir auparavant. Moi, à 22 ans, en mai 68, j'étais, entre guillemets, politisée. J'étais une étudiante tunisienne, politisée, entre guillemets. C'est-à-dire que j'étais plus précisément, on va dire, au Parti communiste tunisien. Et j'avais, évidemment, par la force des choses, une formation politique. J'avais, même embryonnaire, j'avais lu, comme ça se faisait à ce moment-là, j'avais lu mes classiques, je connaissais Marx, Lénine, j'avais même été chercher
jeunes qui avaient une formation ou un semblant de formation politique, et il y avait les autres, dont mai 68 a été une sorte d'entrée dans la politique. Moi, personnellement, j'avais derrière moi, on va dire, une appartenance politique, un intérêt pour la chose politique. Et j'avais aussi, et ça je tiens à le dire, j'avais eu la chance de bénéficier d'une formation scolaire et universitaire qui faisait que, à l'époque, en mai 68, quand il y a eu ce tremblement de terre, moi j'avais 22 ans, mais je n'avais pas lu seulement Marx, Lénine, etc., mais j'avais lu, on va dire, les grands textes philosophiques littéraires, parce qu'en fait, l'école de la République, tout simplement, l'école de la République, à ce moment-là, aussi bien la tunisienne, où j'ai fait mes classes secondaires, que l'université française, nous avons eu la chance de bénéficier d'une formation, on va dire d'une formation non pas politique, mais d'une formation, j'aimerais qu'il n'y ait pas trop de buts, parce que je n'arrive pas à suivre mon... Donc, revenons. L'école publique donnait une formation intellectuelle, un savoir qui nous permettait et qui nous donnait envie aussi de comprendre les choses, de suivre le cours des événements dans le monde. Et ce n'était pas mon cas, moi seulement, c'était le cas des étudiants en général qui venaient, qui quittaient donc, la rive sud de la Méditerranée pour aller faire leurs études en France. Ils avaient une certaine, on va dire, curiosité intellectuelle et en même temps, ils n'étaient pas désarmés intellectuellement. Ils possédaient au moins 2 langues, sinon plus. Et je pense que c'est intéressant aussi. Parce que... Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, mai 68, moi personnellement, ce que ça m'a apporté, alors que ça faisait pas mal de temps que j'étais entre guillemets politisée entre guillemets en France, ça m'a permis d'établir un rapport à la chose politique, ou bien un rapport aux politiques qui est différent, qui est un rapport plus existentiel, qui n'est plus un rapport essentiellement, on va dire, intellectuel. Il y a eu de l'émotion qui s'est introduite dans le politique. Il y a eu de l'existence. Il y a eu, quand je dis de l'existence, c'est très maladroit, mais je veux dire que c'était réellement un rapport nouveau aux politiques qui s'inscrivait en chacun de nous et qui, ce rapport-là aux politiques me donnait moi l'impression de me fondre, et c'était vraiment nouveau, de me fondre carrément dans une sorte d'action collective. Et c'était nouveau par rapport en fait à ma petite politisation limitée à un parti, à un petit pays. J'avais l'impression que je me fondais dans quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus général. Et c'est ça qui est assez jouissif. C'est ça qui donne l'impression qu'on acquiert quelque chose d'autre, une sorte de nouvelle dimension en soi-même. Et c'est assez, on va dire que c'est assez euphorique. C'est peut-être du rêve, c'est peut-être de l'utopie. Mais en tout cas, c'est assez formateur, c'est assez enrichissant. Et moi, je voulais témoigner aussi de ça aujourd'hui, 50 ans après, pour dire que ce n'était pas quelque chose de triste. Et qu'aujourd'hui, revenir sur ces choses-là, c'est aussi retrouver en soi, longtemps après, maintenant qu'on a, entre guillemets, vieilli, mais qu'on ne se sent pas tellement vieux, si vieux que ça, bien qu'on ait 70 ans et des poussières. Ça, il y a eu cette dimension-là qui s'est introduite en moi, et je pense qu'elle est à rattacher à ce qui s'est passé autour de mai 68. À mai 68, en fait, c'était pas une date précise, c'était un peu avant, un peu après, mais il y a eu une sorte d'apogée. Et l'événement lui-même, le mois de mai 68, où j'étais à Paris, c'est vrai que ça a été une occasion pour moi-même et pour tous les jeunes qui m'entouraient de découvrir quelque chose de nouveau, de savoir ce qu'est la parole, de parler. Il y a eu cette idée de prise de parole. Je me demande si la notion même de prise de parole n'a pas un rapport direct avec mai 68. Je m'en ai la prise de parole. Ça veut dire ceux qui
jusque-là, ne parlaient pas, n'osaient pas parler, pensaient qu'ils n'avaient strictement rien à dire, se sont trouvés dans une espèce de bouillonnement politique et bouillonnement culturel qui les a poussés à faire sortir quelque chose d'eux-mêmes qu'ils n'arrivaient auparavant même pas forcément à palper, à reconnaître. Et donc, cette espèce de retour sur soi à travers le politique, c'est quand même quelque chose de nouveau et c'est quelque chose d'assez remarquable et d'assez paradoxal. Le politique et l'individuel se fondent et se confondent. Et donc, je vais oui, en fait, tout ça pour dire que ce qui s'est passé en mai 68, c'était quelque chose qui a, et ça, s'il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est aussi là-dessus, parce qu'on a relevé, mais peut-être pas suffisamment à mon avis. C'est quelque chose qu'on a pu appeler révolution, qu'on a pu appeler contestation, révolte, peu importe, on reviendra là-dessus dans le débat, et moi-même tout à l'heure, quand je m'interrogerai sur un certain nombre d'autres choses. Mais mai 68, en tant que mouvement général, ça a été une sorte de désir de se construire à l'échelle de l'individu. L'individu avait envie et avait besoin d'émerger en tant que tel. Et quand l'individu s'exprime, il ne s'exprime plus en tant que monade, il s'exprime, c'est l'individu, c'est sa subjectivité, c'est son intériorité, mais il s'exprime dans la solidarité avec les autres qui découvrent en eux cette même dimension. Et ça, c'est formidable, parce que il roule l'individu, il roule sujet, intériorité, intimité, il roule cloisonnement. Or, en fait, ce mouvement se voulait une espèce d'effervescence, où des projets individuels fleurissent, mais qui impliquent les autres forcément. Aucun projet né en mai 68, et le mai 68 lui-même, en tant que projet, n'était limité à la sphère individuelle. Mais il voulait reconstruire l'individu. Je m'arrête à reconstruire l'individu. Et c'est là que le mai 68 a été particulièrement ambitieux. Alors, on dirait que en mai 68, l'ambition folle, c'était de refaire la vie, une autre vie, changer de vie. Enfin, ça fait partie des slogans, parce que c'est une période de slogans, il ne faut pas l'oublier. C'est une période de chants révolutionnaires et une période de slogans révolutionnaires. Mais un des objectifs, une des revendications, c'était changer la vie. C'est changer la vie. Il faut être fou, changer la vie, est-ce que ça veut dire quelque chose? Et pourtant, c'est d'une ambition folle. Mais en même temps, quand on dit changer la vie, moi je trouvais que c'était, et je trouve encore, que c'était en même temps follement ambitieux, follement difficile à saisir. Mais en même temps, c'était peut-être, et ça je ne l'oublierai jamais, c'était peut-être plus modeste. MGS était très ambitieux, MGS était modeste. Pourquoi? Parce que chacun était invité à regarder aussi en lui-même, à s'interroger sur sa façon de vivre, s'interroger sur son corps, s'interroger sur les relations qui le lient à ses parents, à ses enfants, à l'école, au travail, à l'amour, à la sexualité, au couple. Toutes ces questions-là concernent chacun de nous et elles sont peut-être, entre guillemets, plus modestes. Si c'est ça l'objectif, de les réexaminer, de les changer, c'est peut-être plus modeste que de vouloir changer le pouvoir ou vouloir prendre le pouvoir. C'est pour ça que j'utilise deux mots qui sont opposés, ambition et modestie. Mais dire ambitieux parce que c'est regarder la vie autrement, c'est changer les mœurs, c'est contester l'autorité parentale, tout ça. Et donc, là je me mets, en tout cas c'est pas la peine de trop m'étaler là-dessus, on pourra revenir, c'est ce paradoxe entre l'ambition, puisqu'il s'agit d'avoir un regard critique sur toute la vie, dans
dans la famille, dans le travail, dans la sphère publique et la sphère privée. Ça, c'est un budget assez ambitieux, un budget assez un petit peu plus modeste. Et quand je dis modeste, je veux dire qu'il ne s'agit pas forcément de prendre le pouvoir politique, de changer les rapports de production, de faire une révolution au sens politique du terme, et à l'époque, le sens politique, c'était le sens marxiste. Bon, donc je vais essayer de voir ce que j'avais encore à dire là-dessus sur cette ambition avant de passer au reste. Alors, moi, ce qui m'a le plus en fait marqué en mai 68, c'était, et là, vient d'en parler un petit peu, cette ouverture à l'universel. En mai 68, je me suis sentie, je ne sais pas, citoyenne du monde. J'avais l'impression d'être en correspondance avec le monde entier. Mes amis, c'était des Tunisiens, des Maghrébins, des Français, des Latinos, une grande amie à moi, à laquelle je pense maintenant, et qui était dahoméenne, et avec qui j'ai vécu mai 68 presque au jour le jour. On ne dit plus maintenant dahoméenne, c'est béninoise. Mais c'était l'accès à l'universel au sens le plus fort et le plus euphorisant du terme. Et je pense que c'est à cette époque-là que moi, personnellement, et je ne parle que de moi, j'ai eu, c'est à partir de ça que j'ai eu en horreur, mais vraiment en horreur, toute forme de nationalisme étriqué. Voilà, c'est quelque chose sur lequel j'avais mis une croix, peut-être pour toujours et depuis toujours. L'approche nationaliste étriquée, je pense qu'elle avait quelque chose de hideux. Et là, quand je la vois revenir avec beaucoup de force et beaucoup d'arrogance, l'approche identitaire, tout ce que disait tout à l'heure la directrice d'Europa Luxembourg, ce sont des phénomènes que nous vivons aujourd'hui avec beaucoup d'inquiétude. Et je pense que moi, personnellement, je crois que j'ai été vaccinée, vraiment vaccinée, contre toute forme de nationalisme étriqué, d'approche identitaire excluant l'autre, grâce à mai 68. Donc, j'avais senti que je m'inscrivais dans le monde pour toujours. Là, il y a d'autres choses que je pourrais dire sur le vécu, on va dire plutôt constructif et positif de mai 68, mais on pourra revenir là-dessus. Je vais passer, pour rester dans les temps, je vais passer à peut-être avant de passer à quelque chose qui n'est pas négatif, mais qui est comme un nœud en moi. Le nœud, c'est une sorte de frustration, ou une sorte de... Je ne dis pas de désenchantement, parce que c'est un mot que moi, je n'utilise pas de cette façon-là, mais je pense que ça veut dire autre chose, le désenchantement. En fait, il y a comme un bémol, allez, on va dire, comme un bémol, qui est là et qui signifie quelque chose, en fait, pour moi et pour nous tous, parce que il y a des choses communes que nous avons observées et vécues ensemble. D'abord, le premier bémol, il est petit. Et puis après, je passerai à un autre qui est plus grand. Le premier petit bémol, c'est que moi, comme je le disais tout à l'heure, au tout début, j'étais au Parti communiste. Et le Parti communiste tunisien, je militais au PC en mai 68 en France. Et comme vous le savez,
approche, voilà l'analyse du Parti communiste tunisien à l'époque, comme des différents partis communistes, elle était assez, comment dire, j'essaie de trouver des mots nuancés, parce que moi je suis restée dans la nuance jusqu'au bout, j'aurais pu quitter, je n'ai pas quitté à l'époque. Elle était assez sceptique, on va dire assez sceptique. Par rapport à la situation de mai 68 et par rapport au mouvement de mai 68 en Europe, qui a porté en lui-même les étudiants et puis après les ouvriers et tout, il fallait savoir, en fait, si la situation, ça me revient, les mots me reviennent, si la situation était révolutionnaire ou pas. Alors, au parti, on disait que la situation n'était pas révolutionnaire, qu'il y avait un bouillonnement, qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Mais en même temps, selon l'analyse léniniste, il fallait un certain nombre de critères pour qu'il y ait une révolution. Entre autres, je ne veux pas revenir sur ces détails-là parce que c'est très loin. Mais en tout cas, il y avait un parti révolutionnaire, puisque le Parti communiste était censé être le parti de la révolution. Mais c'est la situation qui ne l'était pas. Et mes amis gauchistes, j'emploie le mot exprès gauchiste, mes amis gauchistes trouvaient à l'époque, et moi j'étais en même temps, je vous dis c'est très personnel, j'étais assez, me dis frustrée, me dis déchirée. Je ne voulais pas rompre. Moi je n'aime pas trop je n'aime pas beaucoup les ruptures, d'une façon générale. J'aime bien conserver, avancer, tout en parlant, tout en essayant de parler et de critiquer. Donc, je vivais une situation, mais je vous assure, assez particulière. Je me sentais frémir, je participais, j'allais aux barricades, etc. Je frémissais avec ce mouvement, et je sentais que c'était un frémissement général, pas seulement Elrad. Mais en même temps, je sentais que quelque chose n'allait pas, que c'était pas... Enfin, je m'allais à quelque chose n'allait pas. En fait, si on regarde globalement, il y avait quelque chose de très important qui se passait et qui a eu de l'effet par la suite sur l'histoire, Sifaram. Il ne faut pas minimiser. Mais ce qu'on appelait à ce moment-là révolution, les partis communistes disaient qu'il n'y avait pas de révolution et que ce n'était pas du tout une situation révolutionnaire. Et les gauchistes et le gauchisme, en général, les étudiants donc tunisiens et français, je ne parle pas seulement des étudiants, disaient qu'il fallait y aller, que la situation était révolutionnaire. Bon, bref, elle est Hatika, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, comme c'est un témoignage que je fais, ça fait partie de mon témoignage à moi, de mon profil à moi. J'étais en même temps ici et là, de cœur, d'esprit et tout. Eh bien, bon, on va dire ce premier, je ne sais pas s'il faut dire bémol, s'il faut dire frustration, s'il faut dire point d'interrogation, peu importe. Ce sont des choses très obscures, vous savez, et ce sont des choses que l'histoire n'a pas encore résolues. Et chacun, finalement, voit les choses à sa façon. Maintenant, la deuxième interrogation, voilà le deuxième nœud, voilà le deuxième bémol, il est peut-être moins personnel et il est plus général. Et après, j'aurai fini avec ça. Le deuxième bémol, c'est moi, étudiante arabe, tunisienne, voilà, tunisienne arabe, vivant en France des événements tels que mai 68. Je sentais, mais je ne le disais que tout bas, je ne le disais qu'à moi-même et à quelques amis très proches. Mais d'autres disaient à voix haute, je disais sans honte. Moi, je le disais, mais tout en ayant un peu honte. Qu'est-ce que je me disais tout en ayant un peu honte? Je me disais, quand même, c'est quand même formidable ce qui se passe. Mais est-ce que ça ne ressemble pas un peu à un jeu d'enfant dans une société
peut pas y avoir de drame, où il ne peut pas y avoir de répression sauvage, où on ne met pas les étudiants en prison. Et le mars 68 venait de se produire en Tunisie. C'est une sorte de... Je me disais ça tout bas, et je me disais ça un petit peu en disant Sahalirova. Quelle chance de pouvoir s'éclater de cette façon, c'est-à-dire de pouvoir remettre en question l'autorité de fond en comble, bloquer le pays, paralyser le pays, et en même temps donner aux gens un espoir extraordinaire, et créer tout ce mouvement-là, et en même temps ne pas avoir peur pour sa vie, ne pas avoir peur pour les siens, ne pas avoir peur pour son avenir, être protégé par l'histoire de cette société démocratique, libérale, occidentale. Je pensais aux nôtres et à ce que vivaient les étudiants tunisiens, ce qu'ils venaient de vivre en Tunisie. Et je voyais cette différence. Et moi, pauvre de moi, j'avais assimilé et j'avais emmagasiné toutes les valeurs de mai 68. Je les avais attrapées là et je les défendais. Et je me destinais à revenir en Tunisie, chez moi, quelques années après. Parce que Wakta me connaissait un seul instant qu'on allait rester. Donc je me destinais à revenir dans une société où ces valeurs-là de remise en cause de l'autorité, réexamen du corps, du couple, de la famille, des mœurs, on en était tellement, mais tellement loin. Et ça crée en moi un décalage qui ne m'a jamais quitté. Et ce décalage-là, je suppose qu'il est un petit peu en chacun de nous, en chacun de vous. Cette présence de l'universel et cette aspiration à la réalisation de soi en tant qu'individu, en tant que collectivité de djihad, et en même temps, ce face-à-face, même si la mère, à l'époque, me séparait, mais je savais que je revenais l'été, que j'allais revenir et travailler ici, ce face-à-face-là, c'était quand même quelque chose d'assez particulier. Et ce décalage-là, m'anahash, et je pense que chacun le gère à sa façon, et chacun se sent quelque part dans une forme de schizophrénie, Saat, ou Saat le mot schizophrénie me paraît peut-être un petit peu trop. Hein? Voilà, donc décalé ou schizophrène, ou peu importe. Comme ça, et bravo. Merci Emena pour ce témoignage extraordinaire. Il a vraiment posé de multiples interrogations, à la fois la jubilation et en même temps l'angoisse qu'il y a autour. Vraiment, c'est un très beau témoignage qui peut être vrai, je pense, pour ceux qui étaient à Tunis. Hein, et effectivement, la question qui se posait à ceux qui étaient à Tunis, c'est que les enseignants que nous avions étaient quasiment tous français. Et qu'ils portaient, eux, en eux, une liberté que nous n'avions pas. Et qu'ils nous ont enseigné, outre les lectures que nous étions obligés de faire à cause d'un engagement qu'on voulait avoir. Mais à côté de ça, il y avait des enseignants absolument extraordinaires qui nous inculquaient la liberté, c'est-à-dire que nos enseignants dépassaient vraiment les attentes que nous avions nous-mêmes. Et souvent, certains camarades faisaient preuve de fermeture. Je me souviens de certains qui refusaient d'étudier Rimbaud sous prétexte qu'il était homosexuel. C'est les enseignants qui nous ramenaient vers cette ouverture d'esprit qui n'était pas dans le programme politique des revendications estudiantiles. C'est-à-dire que nous n'étions pas dans les mœurs, dans la culture, dans les traditions, mais dans le politique. Et les enseignants font leur hommage, et c'est pour ça que j'en parle, ont joué un rôle fondamental auprès de notre génération. Et je crois qu'on leur doit énormément plus à eux, il me semble, qu'aux assemblées générales que nous tenions dans le hall de la faculté.
Je passe la parole à Aziz. Je suis désolée, j'ai inversé l'ordre. Je ne sais pas, je suis dyslexique. Hein? Et donc, tu as un micro. Donc, c'est Aziz qui va nous parler du devoir, non pardon, Aziz Krichen, de 68. Donc Aziz va nous parler de 68 comme insurrection mondiale de la jeunesse. À toi Aziz, la parole. Il y a eu la musique subjective d'Anne. Ma musique à moi est un peu plus objective, un peu plus chiante. Je dois vous parler de 68, pas en Tunisie. Je dois vous parler de 68, pas en Tunisie, mais dans le monde. Et pas uniquement de ce qui s'est passé dans le monde en 68, mais des conséquences. Et je ne vais pas parler des conséquences culturelles, morales. Je vais vous parler des conséquences politiques à l'échelle mondiale. C'est assez ardu. Bien. J'ai un texte écrit, donc je vais faire tout simplement, je vais vous le dire. Je suis incapable de vous dire comment j'ai vécu 68 dans le monde. Dans ce moment où la jeunesse s'est lancée à l'assaut du ciel presque simultanément et dans un aussi grand nombre de pays. Quand il s'est produit cet événement à l'échelle mondiale, j'étais en effet isolé, coupé de l'extérieur, ignorant complètement ce qu'il se passait dans le reste du monde. Laissez-moi vous expliquer. Plus d'un an auparavant, en décembre 1966, un mouvement de contestation s'était déclaré à l'université, où j'avais joué un certain rôle. On avait organisé une marche pour réclamer la démocratie et les libertés syndicales. Il s'agissait, décembre 1966, de la première démonstration estudiantine d'envergure depuis l'indépendance. L'UGET, notre syndicat, était alors entièrement inféodé au parti au pouvoir, qui avait imposé au pays une dictature étouffante. En compagnie d'autres étudiants, j'avais été emprisonné, condamné à une peine de prison avec sursis et enrôlé d'autorité dans l'armée. J'avais 19 ans, j'étais en deuxième année d'économie, membre du comité directeur du groupe Perspective, mouvement clandestin d'extrême gauche, je ne vous apprends rien, et responsable de la section jeunesse. De retour à la vie civile, à la fin du mois de février 68. Fin février 68. De retour à la vie civile, les camarades m'apprirent, et quand je dis les camarades, c'est essentiellement Brahim qui est au fond de la salle. Les camarades m'apprirent qu'il avait été décidé de lancer des journées de lutte, c'était notre vocabulaire à l'époque, des journées de lutte dans les facultés pour réclamer la libération de Mohamed Benjanet, militant perspectiviste, arrêté au lendemain des manifestations anti-impérialistes et anti-sionistes du 5 juin 1967, condamné à 20 ans de travaux forcés. La date du déclenchement de l'action était fixée au 15 mars. Les choses se précipiteront très vite à partir de ce moment. Je n'avais que 2 petites semaines pour retrouver mes marques
et mobiliser les étudiants de la faculté de droit et d'économie, mon domaine d'affectation. La première AG interfaculté se tint comme prévu le matin du 15 mars, dans une atmosphère survoltée, avec un degré de participation impressionnant. Une grève générale de 3 jours fut votée avec l'établissement d'un cahier de revendications. Comme il fallait s'y attendre, la répression s'abattit sans tarder, marquée par une brutalité inédite. Après quelques jours d'affrontements violents, la reprise en main était pratiquement achevée autour du 20 mars. Le groupe Perspective était démantelé, le coup d'État englobera, le coup de filet englobera plus tard le Parti communiste et les baptistes. La grande majorité des militants se retrouvaient dans les geôles du ministère de l'Intérieur. Pour ma part, après avoir suivi avec Ahmed Ben Ahmed un passage à Tamba en règle, au siège du comité de coordination du PSD à la Casbah, j'étais parvenu à m'enfuir et à échapper aux policiers venus nous arrêter. La cavale dura 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, puis je fus pris à mon tour suite à une dénonciation. Dès lors, je traversais une nuit noire de plusieurs mois, dont ma mémoire ne garde plus que des bribes. Les interrogatoires à répétition, les séances de torture, la cellule séparée dans l'aile des condamnés à mort de la prison civile de Tunis, et ainsi de suite. Dans de telles conditions, vous comprendrez que j'étais dans l'impossibilité de savoir ce qui se passait à l'extérieur de nos frontières. Nous étions très loin de cela, très loin de nous douter que la fièvre qui nous agitait s'était emparée du reste du monde. Ce n'est que plus tard, au milieu de l'été 68, à la fin de la période d'instruction et avant le procès s'est tenu en septembre, que nous avons commencé à recevoir quelques informations. Ces informations se rapportaient d'ailleurs surtout aux mets français, et là, ça va sans doute te dire quelque chose, Zen. Donc, ces informations se rapportaient sans doute aux mets français, surtout aux mets français, et je dois vous avouer en passant que nous avons eu tendance, après ce qui nous était arrivé, à considérer ce mouvement avec un peu de condescendance. Nous étions jeunes et l'arrogance faisait partie de notre charme. En vérité, pour ce qui me concerne, la connaissance des faits dans leur dimension internationale n'est intervenue que des années plus tard, après 72 et mon premier exil en France, où la documentation était disponible. Je vais relater les principaux d'entre eux en employant un style télégraphique pour ne pas vous prendre trop de temps et en suivant l'ordre chronologique. Donc je vais prendre ça mois par mois, pays par pays. Janvier 68, Pologne. Manifestation d'étudiants à Varsovie, protestant contre l'interdiction d'une pièce de théâtre pour cause d'allusion anti-soviétique. Une 50aine d'arrestations. L'agitation se poursuit et culmine en mars avec une grève qui touche l'ensemble des universités et s'accompagne de violentes échauffourées avec la police. Pologne, janvier 68. Février, Italie. Occupation de l'Université de Rome, qui débouche sur une grève générale des étudiants et des travailleurs, donnant naissance à ce que l'on a appelé le mai rampant italien, qui se prolonge jusqu'en 69. Tchécoslovaquie. Manifestation d'étudiants dans la capitale qui suit l'arrivée au pouvoir de Dubček. C'était pas des manifestations contre, c'était des manifestations pour. Dubček était considéré comme
comme un démocrate. En avril, celui-ci inaugure la politique du socialisme à visage humain. Vous savez, de toute façon, on a tous 70 ans, donc vous vous souvenez certainement. Forte mobilisation des milieux intellectuels, c'est le début du printemps de Prague. Les chars soviétiques mettent fin à l'expérience en août. États-Unis, manifestation d'étudiants pour les droits civiques et l'égalité raciale en Caroline du Sud. On est en février. 3 étudiants noirs sont assassinés. Après le 4 avril et l'assassinat de Martin Luther King, manifestation d'étudiants dans les grandes villes américaines. Émeutes et occupations de plusieurs campus. Affrontement à Chicago en août, lors de la convention du Parti démocrate. Les étudiants dénoncent, à ce moment-là, à Chicago, la guerre au Vietnam et le mode de vie américain. L'American Way of Life. À la rentrée en automne, ça se prolonge, imposante manifestation dans plusieurs États contre l'élection de Miss Amérique, à l'appel des Radical Women. On est toujours en février. Allemagne. L'Allemagne était à ce moment-là divisée. Donc, c'est de l'Allemagne fédérale que je parle. Congrès international à Berlin-Ouest contre la guerre au Vietnam, à l'appel du syndicat des étudiants socialistes allemands, dirigé par Rudi Dutsch. Attentat contre ce dernier le 11 avril. Il reçoit 2 balles dans la tête. Manifestation d'étudiants dans les villes universitaires contre la presse de droite et les installations militaires américaines dans le pays. Ce sont, guillemets, les émeutes de Pâques, qui se solderont par la mort de 2 étudiants à Munich. On est toujours en février, Algérie. Après une série de manifestations, l'université d'Alger est fermée durant un mois pour éviter l'extension de la contestation autour de la liberté d'expression. Mars 68. Tunisie. Je mentionne ici notre pays uniquement pour souligner que les événements de mars ont été précédés par des manifestations anti-américaines en janvier, visite officielle de Tran Van Do, ministre des Affaires étrangères du Sud-Vietnam, et de Hans Rui, vice-président des États-Unis. Je ne parle pas de mars, Royaume-Uni, on est toujours en mars. À Londres, le 17 du mois, 25 000 étudiants se dirigent vers l'ambassade américaine en scandant. Je me suis senti tenu de vous dire quel était le slogan. C'est sympathique. C'était évidemment en scandant Go, 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 go Chi Minh. Hein? Ils sont dispersés à coups de matraque par la police. Leur leader, Tar Ali, le Pakistanais. Les manifestations se prolongent jusqu'à la fin de l'été, avec 2 facteurs aggravants. La question raciale et la question irlandaise. Mai 68. Pour la France, je pensais qu'elle allait vous en dire quelque chose, donc j'ai rien dit. Alors, mai 68, Espagne. Les défilés du 1er mai sont le point culminant de manifestations d'étudiants qui vont accélérer la décomposition du régime franquiste survenu en 75. Sénégal, toujours en mai. Manifestation d'étudiants à Dakar, réclamant la démocratie. Sangor fait donner l'armée. Bilan, 1 mort et des dizaines de blessés. Japon.
on est toujours en mai, début à Tokyo d'un mouvement étudiant contre la présence militaire américaine dans l'archipel qui va se prolonger 2 ans. Juin, Uruguay, manifestation d'étudiants à Montevideo qui dégénère en émeute suite à la répression. Le gouvernement instaure l'état de siège et suspend les libertés publiques. Brésil, on est en juin. Manifestation d'étudiants à Rio. Occupation du Parlement à Brasilia. La répression est exécutée par l'armée. 6 morts, 1 millier d'arrestations. Yougoslavie. Occupation de l'université de Belgrade. Principal slogan, là aussi, je n'hésite pas à vous le dire, c'est sympa. Mort à la bourgeoisie rouge. Ordonnée directement par Tito, la répression fait plus de 100 blessés. Canada, on est toujours en juin. À Montréal, les étudiants détournent le défilé traditionnel de la Saint-Jean en lançant des mots d'ordre indépendantistes. L'intervention policière est brutale. C'est le lundi de la matraque. Ces dénominations font partie du folklore de notre génération. Donc le lundi de Pâques, plusieurs centaines d'arrestations au Canada. Suisse, même la Suisse. À Zurich, des étudiants manifestent pour réclamer un local autonome. La répression est très violente et fait plusieurs dizaines de blessés. La presse donne à l'épisode le nom d'émeute du Globus. Le Globus étant une chaîne de supermarchés en Suisse à l'époque. Je ne sais plus si ça existe encore. Octobre, Mexique. C'est terrible. Le 2 octobre, une dizaine de jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Mexico. Imposante manifestation d'étudiants sur la place des 3 cultures, au centre de la capitale. La police ouvre délibérément le feu. Plus de 200 morts et plus de 2000 arrestations. J'arrête ici la relation des principaux événements de cette année fatidique. Le tableau n'est pas exhaustif, mais il donne une image d'ensemble conforme à la réalité de ce qui s'est produit. 68 est bien l'année où les jeunes du monde entier sont entrés en rébellion, l'année de leur soulèvement, de leur insurrection, de leur dissidence à l'égard de l'ordre existant. Qu'est-il advenu de cette révolution monde de la jeunesse, pour employer l'expression de Wallenstein? Comment interpréter, comment analyser, comment rendre intelligible l'héritage qu'elle a laissé? Depuis 50 ans, on ne compte plus les témoignages et les ouvrages savants, ou se voulant-elles, qui ont tenté de répondre à la question. Mais je ne vais pas revenir sur les différentes théories qui ont été élaborées à ce propos. Mon ambition est autre, à la fois plus grande et plus limitée. Comme militant politique, j'ai toujours estimé qu'il était nécessaire d'essayer de comprendre le sens des transformations qui se produisent en permanence en Tunisie, dans la région maghrébine et arabe, et plus globalement sur la scène internationale. De ce point de vue, celui des transformations, il ne fait pas de doute que tout a changé depuis 1968. Tout a changé. Cette date représente une cassure, un tournant. Il y a un avant et un après 68. Et cela est valable partout sur la planète. Pour être concret, voyons ce qui a changé. Afin de préciser les termes de la comparaison, considérons le monde d'avant 68. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il était organisé autour de 3 blocs distincts, dotés de systèmes économiques et idéologiques différents et concurrents. Le capitalisme libéral à l'ouest
le collectivisme communiste à l'Est et le développementalisme socialisant au Sud. On a vu que le soulèvement de la jeunesse, voici 50 ans, s'est propagé partout, de Prague à Varsovie, de Berlin à Paris, de Chicago à Mexico, de Brasilia à Montevideo, de Tunis à Dakar, franchissant les frontières, séparant les pays et les systèmes. La conclusion logique que l'on peut tirer d'un tel universalisme de la contestation, c'est que les trois camps, Est, Ouest et Sud, possédaient un fond commun, malgré leurs différences apparentes. Sur un plan culturel général, je crois que ce fond commun existait et qu'il provenait du fait que les trois blocs étaient les dérivations d'une matrice commune, une matrice originelle commune, que j'appellerai par commodité la philosophie des Lumières. L'Ouest capitaliste se réclamait de cette philosophie. Elle était née en son sein et justifiait pour lui son autorité et sa prééminence. À l'Est aussi, on se réclamait d'elle, mais en lui faisant subir une sorte de radicalisation sociale. Les bienfaits que les Lumières avaient apportés à travers la révolution bourgeoise devaient être équitablement partagés et bénéficier à l'ensemble des classes populaires, grâce à la suppression du régime des classes. Au Sud, enfin, pour les régimes développementalistes, les Lumières constituaient également une référence centrale, en subissant cette fois une opération d'extension géographique. Les bienfaits ne devaient pas rester l'apanage des pays développés du Nord, ils devaient profiter aussi aux pays sous-développés du Sud. Les trois blocs formant l'ancien système mondial paraissaient de cette façon apparentés. Ils avaient un ancêtre commun, même s'ils en appréciaient diversement le message. Avant 68, je suis obligé d'aller vite et je m'en excuse. Avant 68, cette espèce de communauté d'appartenance, revendiquée ou implicite selon les circonstances, se matérialisait sur le terrain de multiples manières. Dans les trois camps, les idéologies dominantes se voulaient rationalistes et séculières. Les pays adoptant un référentiel religieux semblaient alors, on est dans le monde d'avant 68, les pays adoptant un référentiel religieux semblaient alors anachroniques et condamnés à disparaître après l'échéance. Les États jouaient un rôle primordial en matière de cohésion sociale. Même à l'Ouest, ils intervenaient activement dans la vie économique et géraient un important volume d'entreprises nationales et de services publics, tout en régulant étroitement l'activité économique et financière privée. Les inégalités de revenus existaient partout, plus ou moins prononcées, mais les États, y compris ceux de l'Ouest capitaliste, s'efforçaient et parvenaient à les maintenir dans des limites supportables. Dans la majorité des cas, les intérêts de l'argent et ceux de la politique restaient encore relativement séparés les uns des autres. Enfin, et j'arrête l'énumération, dans les trois blocs, la rhétorique officielle des pouvoirs accordait une place éminente à la notion de progrès. Chaque nouvelle génération devait pouvoir vivre mieux que la précédente, matériellement et culturellement. Si l'on compare point par point ce monde de l'avant 68 avec celui qui l'a rapidement remplacé après cette date, on est forcé de constater que tout a changé, en pire. Les idéologies dominantes ne sont plus rationalistes et séculières, mais religieuses. Cette évolution ne concerne pas uniquement le monde arabe ni le monde musulman, sur lesquels se concentrent les feux de l'actualité. Elle concerne aussi Israël, par exemple, où la droite religieuse fait défaire les gouvernements depuis 40 ans.
Elle concerne encore l'ex-Europe de l'Est, où la droite religieuse est majorité dans plusieurs pays depuis 15 ou 20 ans. Et elle concerne plus gravement les États-Unis, où la droite protestante et crypto-sioniste ne cesse de monter en puissance depuis les années 90. L'État ne joue plus son rôle de régulateur dans un grand nombre de pays. Quant à son éventuelle intervention dans l'économie, la chose est aujourd'hui perçue dans les cercles dominants comme une hérésie, voire comme une obscénité. Les inégalités sociales ont explosé dans la plupart des pays. Autrefois, lorsque j'étais étudiant en économie, lorsqu'il nous expliquait comment étaient hiérarchisées les échelles de revenus dans chaque État, nos professeurs parlaient des 10% les plus riches. 10%. Il y a 50 ans en arrière. C'était le fameux décile, 10% décile. 20 ans plus tard, dans les facultés et les écoles de commerce du monde entier, on est passé de 10% à 1%. Le centile remplace le décile pour rester au plus près du creusement des inégalités intervenues entre-temps. Aujourd'hui, on fait encore mieux puisque l'on ne considère plus que les 0,1% les plus riches. La séparation entre l'argent et la politique a pratiquement disparu de la surface de la Terre. Dans beaucoup de pays, les groupes au pouvoir ne sont plus seulement au service de l'oligarchie des affaires, ils sont souvent eux-mêmes formés d'oligarques, comme pour confirmer l'adage que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La notion de progrès, enfin, le mot a disparu de la bouche des dirigeants politiques. L'idée est devenue proprement désuète, ringarde, en particulier dans les milieux académiques où il est de bon temps de moquer les rêveurs qui parlent encore de progrès et de sens de l'histoire. Le monde qui se dressait devant nous en 68, qui nous bouchait la vue et l'avenir, que l'on trouvait trop autoritaire et trop oppressif, que l'on voulait transformer, corriger, rendre plus juste et plus beau. Ce monde a effectivement changé après la formidable secousse que nous lui avons imprimée. Mais il a changé dans une direction totalement contraire à nos désirs et à nos espérances. Utilisant un raccourci, je dirais que le monde d'avant était fondamentalement de type centriste. Ce n'est pas une provocation, je le pense réellement. Un monde de type centriste. Et cela sur tous les plans politiques, idéologiques, économiques, etc. Avant 68. En 68, nous avons mis notre énergie à tenter de le faire pencher à gauche. Mais le seul résultat obtenu a été de le voir brutalement basculer vers le versant opposé. Est-ce à dire que nous avons été les dindons de la farce? Est-ce que notre génération, dans l'inconscience et l'immaturité de sa jeunesse, n'aurait finalement servi qu'à provoquer une irréparable droitisation du monde? Je ne le pense pas. Et mon appréciation s'appuie sur des données objectives incontestables. J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Je veux ici vous rappeler la phrase de Raymond Aron commentant le 18 Brumaire de Marx. Ce sont les hommes qui font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. En 1968, il est certain que les étudiants du monde entier ont fait l'histoire. Et il est également certain qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient.
Mais l'histoire n'est jamais linéaire, elle n'est jamais univoque, elle ne va jamais dans un seul sens. Hegel exprime cette idée dans une formule lapidaire d'une grande intelligence dialectique. L'histoire, je le cite, l'histoire avance toujours par son mauvais côté. Elle avance, c'est l'aspect positif, progressif de la contradiction, ça vous rappelle quelque chose. Mais par son mauvais côté, c'est l'aspect négatif, régressif de la même contradiction. Si l'on observe attentivement l'évolution de la situation internationale depuis 50 ans, on peut repérer sans peine comment les deux mouvements vont de pair. Regardons d'abord l'aspect négatif régressif. Je reprends mon schéma des trois blocs, Est, Ouest, Sud. Le rapport de force entre ces trois blocs avant 68. L'Ouest et les États-Unis sont placés au sommet de la pyramide de la puissance. L'Est, dirigé par l'URSS, occupe une position médiane. Le tiers-monde, le Sud, mené par les leaders des non-alignés, est relégué plus bas dans l'échelle de la puissance. C'est un constat objectif. C'est ce système mondial particulier qui a disparu après 68. Comme la solidité d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible, c'est le bloc tiers-monde qui a été disloqué en premier. Pour l'essentiel, le processus a commencé et s'est achevé dans les années 70. Dans ce court laps de temps, les principales expériences développementalistes ont été abandonnées ou détruites, notamment dans la région arabe, en Afrique et en Amérique latine. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour atteindre cet objectif. La guerre financière, la guerre idéologique et aussi la guerre armée et les coups d'État. Le deuxième maillon qui devait ensuite sauter était le bloc soviétique. La dislocation a été encore plus rapide et s'est réalisée en à peine 2 ans. Première borne, la chute du mur de Berlin en novembre 89. Deuxième borne, finale, démantèlement de l'URSS en décembre 91. Dès lors, le champ était libre. Privé de concurrents, l'instauration d'une hégémonie exclusive de l'Ouest, et spécialement du géant américain, paraissait appelée à se rétablir et à se maintenir de façon définitive, éternelle. Quelque chose comme un nouveau Reich dominant. Les propagandistes de l'Empire se sentirent pousser des ailes. Souvenez-vous de Francis Fukuyama et de son livre sur la fin de l'histoire. Pour lui, l'aventure humaine était parvenue à son apogée et l'on allait enfin connaître notre âge d'or sous la tutelle bienveillante de l'oncle Sam. Dorénavant, le monde serait un, unique, unifié, global, d'où la globalisation, ensuite mondialisation, etc. C'est pourtant à ce moment, on est dans les années 90, c'est à ce moment que les choses se sont mises à mal tourner pour l'oncle Sam, précisément à travers la globalisation et la mondialisation. Nous passons ici au deuxième aspect de la relation dialectique, à son côté positif et progressif. En même temps que semblait s'installer une suprématie sans partage des États-Unis et de l'Occident, les articulations de base de l'économie ont commencé à se modifier dans un sens directement opposé à cette suprématie. Le mouvement est resté souterrain au départ, inconnu par le grand public. Il s'est directement appuyé sur les opportunités involontairement offertes par la mondialisation, notamment par les politiques de délocalisation et de transfert de technologie,
et ainsi que par la financiarisation accélérée des pays capitalistes du Nord. Tout cela peut vous paraître trop technique, mais les conséquences ont été considérables. Pour résumer, pas être trop technique, je dirais ceci. Depuis les années 90, on assiste à un gigantesque déplacement de l'activité productive des pays du Nord vers les pays du Sud. Ce processus de délocalisation que les pays riches pensaient pouvoir limiter aux produits à faible valeur ajoutée et à faible teneur technologique, en gardant pour eux la fabrication des biens à forte valeur ajoutée et à fort contenu technologique. Ce processus a progressivement échappé à leur contrôle. Je ne suis pas en train de parler de la Tunisie, je parle du monde en général. En Tunisie, il n'a pas du tout échappé à leur contrôle. On est toujours en train de faire de l'assemblage. En Chine, en Inde, ailleurs en Asie, au Brésil, au Mexique, ailleurs en Amérique latine, en Afrique du Sud et encore ailleurs. Bref, là où il y avait de vrais États, les délocalisations ont été détournées de leur visée première et orientées dans le sens de l'intérêt national des pays d'accueil. Ceux-ci se sont en quelque sorte approprié l'opération à l'aide des politiques dites de remontée des filières qui permet d'aller des produits bas de gamme vers des produits haut de gamme. Je ne dis pas ça en termes de luxe, je dis ça en termes de technologie. Et en faisant un développement soutenu par les entreprises locales, nationales, et non pas par les filiales d'entreprises étrangères. Depuis, la tendance n'a cessé de se confirmer. Dorénavant, la même spirale qui industrialise le Sud désindustrialise le Nord, et en particulier les États-Unis. Vous voyez le Trump s'affoler maintenant. La puissance économique, à la source de toutes les autres formes de puissance, a commencé à changer de camp à partir d'une espèce de transfert de substance. Ici, on génère de la richesse dans le Sud. Là, dans le Nord, on la détruit. Ici, on produit. Là, on consomme. Ici, on crée des emplois. Là, on en détruit. Ici, on exporte. Là, on importe. Ce transfert de substances a, en outre, été aggravé par la financiarisation toujours plus poussée des pays occidentaux. La financiarisation, c'est le placement de capitaux, non pas dans l'économie réelle, mais dans l'économie virtuelle, c'est-à-dire dans la spéculation pour l'essentiel. Cette évolution accélère le déclin de l'activité productive dans les pays du Nord. Le renversement du rapport de force entre le Nord et le reste du monde s'est fait par paliers, mais la pente est restée constante. Les statistiques relatives à l'activité économique internationale ne laissent pas de doute à cet égard, année après année. L'écart a été comblé en matière de maîtrise scientifique et technique, de production industrielle, d'exportation de biens et de services, et même en matière d'exportation de capitaux. Sur ces différents plans, depuis le milieu des années 2000, c'est-à-dire depuis 15 ans, le Nord n'occupe plus la première place en termes de production de biens à l'échelle mondiale. C'est le Sud qui est en première place. Et il a été rattrapé et souvent dépassé. Le plus décisif dans ce processus de rattrapage et de dépassement, c'est son caractère massif. Il implique des dizaines de pays du Sud répartis sur tous les continents. C'est tout ce qui me reste. Ce mouvement contradictoire de montée des uns et de déclin des autres s'est effectué dans le cadre de la globalisation ou de la mondialisation.
qui devait garantir la prépondérance permanente des Occidentaux en général et des Américains en particulier. Il a abouti au résultat inverse. Et je vous demande d'intégrer cette idée, parce qu'il s'agit d'un accomplissement de portée historique majeure. Je ne dis pas cela par anti-occidentalisme ou anti-américanisme primaire, mais parce qu'il n'est jamais bon que le monde soit dominé par un pays ou par un petit groupe de pays. Évidemment, les États-Unis disposent encore d'une certaine avance dans divers secteurs, notamment dans l'armement et la finance. Mais on peut dire avec certitude aujourd'hui que leur avenir en tant qu'hyperpuissance est derrière eux. En 1968, en 1968, les étudiants du monde entier portaient un rêve commun, abattre l'impérialisme américain. Désormais, l'objectif n'est plus utopique. À certains égards, il est même d'ores et déjà atteint. Certes, l'affaire a suivi une trajectoire inattendue et elle a pris plus de temps que prévu. Et nos cheveux ont blanchi. Mais l'objectif est atteint ou en passe de l'être. On peut légitimement en tirer satisfaction, puisque nous avons fait notre part de travail en offrant les seuls biens que l'on possédait, notre jeunesse et notre courage. Merci.